Les demandes, donc. Ceux qui ont les histoires, vous pouvez déjà envoyer vos demandes. Vous connaissez le principe. Ici, on ne cite pas les noms des gens, noms des hôtels, des bars, des restaurants. On n'indique pas les maisons des gens ici. Bonsoir. Rien que... Bonsoir, et comment tu vas? Très bien, toi-même. Ah, ça va, ça va. Moi, j'avais juste une toute petite histoire à raconter et ça me tient vraiment à cœur. En fait, c'est l'histoire d'une, on va dire, d'une personne quelconque d'un quartier de Libreville et tout. Le petit, en fait, tout le temps, il se baladait dans le quartier, il ne saluait pas les grandes personnes et tout. Et il était vraiment une personne irrespectueuse, tu vois. Du coup, un jour, il rencontre, on va dire ça comment, un papa du quartier, mais vraiment un papa qu'il n'avait jamais vu. Bon, et tout. Il rencontre le papa, il passe sa route, il joue au ballon, il salue le papa et tout. Le papa dit à l'enfant, ce soir, c'est toi que je vais manger. L'enfant dit, ah, ce soir, c'est moi que tu vas manger. Après, boum, il ne s'est même pas posé de questions pourquoi le papa a dit ça et tout. Il est rentré chez lui. Arrivé chez lui, l'enfant et tout, il ne se pose pas de questions et tout. Mais par contre, il s'était blessé la journée. Il s'est vraiment blessé la journée lorsqu'il a joué au ballon. Mais il ne savait pas et tout. Donc, il rentre à la maison, il s'endort. Boum. La nuit, il se rend compte que la blessure, je me suis blessé bien sûr, mais c'est pas une blessure, genre c'est juste une égratignure. C'est pas quelque chose de vraiment ouvert. Boum, il se réveille, il se rend compte que la blessure là, un jour, ça fait mal, 2 jours, ça fait mal, 3 jours. Au bout d'une semaine, il se dit mais comment une égratignure, ça peut me faire autant mal? Après, le pied de l'enfant a commencé à pourrir. Genre, on ne sait même pas pourquoi ça a pourri. Le pied de l'enfant a commencé à pourrir. Ça a pourri, ça a pourri, ça a pourri. Et l'enfant en est mort. C'est-à-dire, la plaie, elle est devenue purulente et il en est mort. On se demande alors qu'est-ce qui s'est passé. Mais par contre, il y avait des amis dans le quartier qui avaient assisté à l'altercation qu'il y avait eu entre le papa et l'enfant. Donc, ils ont expliqué à la famille que le petit, c'était quelqu'un de très impoli et tout. Et je signale que le papa qui avait lancé ça à l'enfant, ce n'était pas quelqu'un du Gabon, en fait. C'était un papa qui revenait d'un pays qu'on connaît très bien, qui excelle en quelque sorte dans la sorcellerie. Du coup, il a eu ça. Donc, les enfants ont eu à expliquer à la famille que ça s'est passé comme ça et tout. Après, la famille ne pouvait rien faire parce que même s'ils partaient consulter un traditionnaliste pour dire bon, le papa là en réalité lorsqu'ils sont allés voir ils se sont rendus compte que le papa là il était vraiment, en fait il avait un haut niveau dans les obédiences en fait, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui n'était pas simple, donc ils étaient obligés d'abandonner ce qui s'est passé et c'est comme ça que l'histoire en fait elle se finit quoi. Donc la morale de l'histoire c'est vraiment que lorsqu'on est dans un quartier et tout, il faut avoir en fait, il faut vraiment être jovial avec tout le monde. Faut pas parce que tu te prends pour un certain ou quoi. Non, il faut toujours dire bonjour à tout le monde. Et même si il y a des personnes que bon, des bouilles bizarres, faut toujours dire bonjour. Donc c'était ça ma petite histoire et merci beaucoup DMG. Vraiment ton travail Merci, ça nous merci aide. beaucoup pour l'histoire. Ça nous donne vraiment la force de venir expliquer certaines histoires, quoi, pour que certaines personnes ne tombent pas dans les mêmes dérives, là. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir DMG. Bonsoir. Oui, moi c'est Patience. La télé à côté de toi là. Oh, d'accord. Ok, vous m'écoutez bien là? Oui. Ok, bon, moi c'est Patience.
Je voudrais un peu partager mon expérience, mon vécu au Cameroun. Voilà, il y a de cela 13 ans aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je suis aux États-Unis, donc ça fait 13 ans que je suis parti au Cameroun. À l'époque, j'étais un jeune footballeur, en même temps un étudiant à l'université de Soir. Et vous-même, vous savez la galère du pays et tout ça. Alors moi, j'étais réputé être un gars qui comptait sur les femmes, tu vois, un peu pour se dépanner et tout ça. Donc j'avais des copines de gauche à droite. Mais alors, en 2010, je fais donc la connaissance d'une femme à une occasion d'un match de football. Tu as les écouteurs, tonton? Oui. Il faut retirer, s'il te plaît. Ok. Oui. Ok, bon voilà. Donc, je disais donc tantôt qu'en 2010, donc, je fais donc la connaissance d'une demoiselle, très belle femme, très belle femme, lors d'un match de football. Elle a flashé sur moi et par nos regards, on s'est dit des choses à travers le regard. Et après le match de football, elle m'a glissé son numéro. Moi, je suis rentré au campus universitaire. Et voilà, j'ai donc envoyé un message disant, bon voilà, j'ai vu ton regard, il y a quoi? Elle m'a donc fait une invitation. Après, bon voilà, je suis allé au rendez-vous, on a causé et voilà, ce qui m'inquiétait un peu, c'était, voilà, cette femme, elle était d'abord plus âgée que moi, en passant, et elle était très belle et je me posais la question, mais cette fille-ci a vu quoi sur moi et je n'ai rien pour lui offrir. Je ne suis qu'un étudiant, à part ça, je joue au football et je ne gagne pas grand-chose, 500 francs qu'on me donnait pendant les matchs et tout ça, voilà. Et nous avons commencé dans la relation et voilà, comme on dit toujours, on veut toujours avoir le gros lot. J'ai donc commencé à faire connaissance avec la femme en question et j'ai commencé à fréquenter cette femme. Je partais chez elle, elle me préparait de la bonne nourriture, elle m'habillait, les costumes, tu vois. Je partais à l'université, soit j'étais bien habillé, j'avais le BlackBerry. À cette époque-là, le BlackBerry, c'était le meilleur téléphone à cette époque-là. Donc, après, bon, voilà, avec une curiosité, tu te rends compte que la femme est tellement belle, mais comment elle fait pour avoir de l'argent et tout ça? Et moi, j'étais curieux. Je lui posais les questions que, bon, tu fais comment pour avoir de l'argent? Elle me dit, bon, voilà, elle travaille dans un petit truc réceptionniste dans un auberge là, au niveau de Yaoundé. Je ne vais pas mentionner l'endroit. Et je suis parti, j'ai vu cet endroit-là, c'est un endroit discret. Et dans cet endroit-là, c'était les gens de l'INAM, les préfets, les sous-préfets, les autres personnalités qui partaient manger. Et il y avait aussi l'auberge là-bas. C'est-à-dire c'était un circuit très discret, très caché à Yaoundé. Et c'est elle qui gérait le circuit. Et à un moment donné, j'ai commencé donc à lui poser la question, combien tu gagnes dans ton truc là? Parce qu'elle avait énormément d'argent. Tout ce que je demandais, elle m'offrait. Et elle m'a fait comprendre que, bon, voilà, pas ça. Elle sortait avec quelqu'un à la présidence. Quelqu'un à la présidence et tout, que je ne vais pas mentionner parce qu'il est connu. Et un jour, elle m'a dit que je vais te montrer, cette personne va venir chez moi. Tu vas te cacher dans tel coin de la maison. Tu vas voir la personne là, quelqu'un que moi je vois à la télé. Il est arrivé, lui-même il a conduit sa voiture, il est arrivé. J'ai vu cette personne, il dit, mais je suis en train de faire quoi ici là? Bon, après, bon, moi, je suis parti, je suis allé voir un prêtre exorciste. Le prêtre exorciste m'a dit que, mon fils, tu t'es mis dans la gueule du loup. Mais entre-temps, ce n'est même pas que, bon, voilà, on est en train de te mettre à l'aise, c'est ta tête qu'on est en train de chercher. Tu vois. J'ai donc commencé les prières avec ce prêtre exorciste, mais il m'a fait comprendre que tu es déjà envoûté, parce que même si je te dis de laisser la femme, tu ne peux plus laisser la femme, parce que tu es sous l'envoûtement. Et j'aimais tellement cette femme-là que même si ma famille venait me dire quoi que ce soit, je ne pouvais même pas les écouter. Donc du coup, on a commencé à vivre ensemble. J'ai laissé ma chambre à soi, je suis parti vivre avec elle. Je quittais donc maintenant le chez elle pour aller à l'université. Et dessus quoi,
elle était d'une jalousie extrême. Et j'avais d'autres petites copines. On se bagarrait tout le temps. Je disais que non, tu as tes gens de la présidence. Donc moi, je suis avec toi simplement pour, tu vois, tu connais mes besoins et tu sais que toi et moi, ça ne peut pas aller. Elle me disait que toi et moi, ça va donc aller loin, bango, bango. Je lui ai dit que non, mais comment? Et tu m'as raconté que tu ne pouvais pas faire d'enfant et tout, et moi, je ne veux pas être avec une femme qui ne veut pas faire d'enfant. Après ça, elle me dit que qui t'a dit ça? Je lui dis que bon, c'est toi qui me dis que tu ne peux pas faire d'enfant et tout, le reste. Et à notre grande surprise, après 6 mois de relation, elle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, on part faire tous les examens et tout ça, elle est enceinte. Et là, elle commence tous les problèmes. Elle commence à tomber malade, elle commence à me détester, à me dire que pourquoi tu pars toujours chez le prêtre exorciste, tu viens avec tes eaux bénites ici, là, ça c'est pas bien, tu es toujours en train de prier parce que je priais. Et entre-temps, quand j'étais avec elle, chaque fois qu'elle dormait avec elle, après avoir fait l'amour avec elle, j'avais toujours un rêve. Et ce rêve, je voyais plusieurs personnes qui venaient. Et je ne voyais pas, et il y avait une seule femme, je voyais une femme qui venait se placer et les gens voulaient m'étouffer dans le rêve, on voulait m'étrangler. Et chaque fois que les gens entraient dans la chambre, moi je me réveillais et j'étais assis. Et un jour donc j'écoutais donc un pasteur qui disait que quand on veut te faire quelque chose mystiquement, on ne peut pas te le faire quand ton esprit est endormi. Il faut que ton esprit soit éveillé pour qu'on ne te touche pas. Et chaque fois, ça s'est répété, le rêve s'est répété, le rêve s'est répété. J'étais donc obligé de partir voir ma maman. J'ai dit à maman que comme tu vois là, voici ce que je rêve. Et quand je rêve, au moment où ils entrent dans la chambre, je m'assois sur le lit, je ne sais pas ce qui me réveille. Maman donc pas donc consulter. On lui dit que oh non, ton fils, il est vraiment protégé. C'est-à-dire que l'enfant qu'il est en train de vouloir mettre là, c'est un pacte que la fille avait signé, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et cet enfant-là, si elle ne mange pas cet enfant, elle-même va partir. Donc, c'était du genre où, si elle réussissait à manger mon enfant dans le ventre, elle prenait ma vie et c'est moi qui partais. Et alors, elle commence donc à souffrir à tout moment. Elle souffrait que les douleurs, quelque chose marche dans son ventre. On part à l'hôpital, on fait les échographies, on ne voit rien. On part dans les grands centres de santé au niveau des sources où il y a des docteurs renommés. On paye de l'argent, on fait tous les échographies qu'on connaît. L'enfant est bien, rien. Après, bon, maintenant, on nous dit que non, il faut aller en Kouaban, chez une femme qui est de l'Est, en Kouaban. On quitte donc, alors on arrive chez la femme qui est en Kouaban. Elle était aveugle. Je ne sais pas si elle est aveugle. Elle me dit, toi tu n'entres pas ici là. Elle entre d'abord avec la fille en question, avec sa copine. Ils finissent de parler. Elle envoie donc alors l'enfant qui travaille avec elle, avec cette voix, pour me dire dehors que après que nous soyons rentrés, que je revienne discrètement la voir seule. Et son garçon est venu, son garçon me dit que maman me dit que quand vous rentrez là, elle a quelque chose à te dire, il faut que tu reviennes. Je ne dis rien à la fille, on rentre à la maison, on lui a donné les choses là-bas et tout pour que ça calme les douleurs de son bas. Quand maintenant, je reprends le cas, le petit but, je repars en Kouaban, je repars chez la femme me dit que, mon fils, vous-même vous cherchez quoi dehors? Tu cherches quoi? Cette femme-ci a vu ton étoile, elle veut finir avec toi. Mais comme Dieu est grand, tu as une étoile qu'elle ne va même pas toucher. Et elle ne va pas toucher. Je vais d'abord te dire, où elle est là. Elle a rompu les règles de sa sorcellerie, qu'elle ne devait pas tomber enceinte. Et quand elle tombe enceinte là, ça veut dire que toi tu es en train de la tuer. Et là, l'enfant ne va pas naître. Prépare-toi. Et elle m'a dit, dès qu'elle va mourir là, tu vas faire 2 mois, tu auras le visa et tu vas partir. Un club va te prendre et tu vas partir. Et comme tu vas partir là, tu vas réussir là-bas et tout, parce que c'est cette étoile-là qu'on veut éteindre. Moi, j'ai écouté, comme j'étais tellement chrétien, je ne voulais pas croire au truc des marabouts et tout ça, tu vois. J'étais sceptique sur ces choses-là. J'ai fini d'écouter, je suis rentré. Et elle-même m'a dit qu'elle sait que je doute beaucoup. Je dis que parce que je ne suis pas habitué à fréquenter ce genre de trucs. Donc moi, je suis parti. Quand je suis parti, je ne savais pas. Et la fille m'a posé la question que tu sors d'où? Donc elle avait senti que je suis parti. On m'a révélé tout sur elle. Mais malgré tout ça,
je l'aimais tellement au point, même si on me disait qu'elle veut me tuer, je m'en foutais. On est restés ensemble malgré tout ce on m'avait dit sur elle. Nous sommes restés ensemble. Après ça, un matin, je préparais pour aller composer à l'université. Elle me dit, assois-toi ici, je vais te dire quelque chose. Elle me dit, comme tu vois là, je te demande pardon pour tout ce que j'ai voulu te faire. Mais je vais te dire une chose, tu seras quelqu'un de bien. Et comme tu seras quelqu'un de bien, moi j'ai été envoyé en mission sur toi. Et je l'ai regardé comme ça. Et finalement, quand elle a fini de confesser, elle est morte entre mes mains. Quand elle est morte entre mes mains comme ça, là, ses frères, tout le monde voulait me tuer. On a commencé à dire que non, comme je suis à soi, je suis allé cramper, j'ai tué la fille en question. Ça a chauffé dans ce quartier-là, grave seulement. Et avant que la police ne vienne, on m'avait dit, les autochtones de ce quartier connaissaient déjà qui était la fille en question. Parce que tu sais que dans les quartiers, il y a aussi des gens qui ont les longs yeux, ils voient. Et ils m'ont dit que mon fils, toi, tu es venu entrer dans une zone obscure. C'est comme ça que les messieurs m'ont enlevé. Ils sont allés me cacher chez un voisin parce que ses frères étaient prêts à me couper la tête. Que non, je suis entré dans les mauvais trucs et tout ça. Et après, bon voilà, les cérémonies du deuil sont passées. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis rentré à l'université. Et tout ce que cette maman pygmée-là m'avait dit, s'est réalisé. On m'appelait à l'ambassade de l'Allemagne. Que bon voilà, je suis sollicité et tout ça. Après, bon, quelques mois après, j'ai pris mon visa et je suis parti. Donc, pour ne pas trop tirer de long à l'âge, je voudrais simplement dire que le dehors est dangereux. Le truc, c'est quoi? C'est qu'on voit des belles femmes là dehors. On ne sait pas ce qu'elles font et où elles mettent leur tête. Et chaque fois que parfois tu vas voir une belle femme t'approche, tu crois que parce que tu es très beau. Parce qu'ils voient déjà ce que tu es. Parfois, elles viennent simplement pour te prendre quelque chose ou alors pour finir avec toi. Donc, il faut qu'on fasse très attention. C'est comme on parle que les hommes entrent dans les mauvaises choses et il y a aussi des femmes dehors là qui sont dangereuses pour détruire les vies des jeunes garçons ici dehors. Donc, on doit prendre conscience et surtout croire en Dieu. Tout ce qu'on doit faire, on doit mettre Dieu devant. Donc, c'était ma petite expérience que j'ai vécue parce qu'on parle beaucoup plus des histoires du Gabon. Au Cameroun, je l'ai vécu. Ça, c'était mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Wow. On ne parle pas seulement des histoires du Gabon ici. Il y a la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cameroun, le Congo, le Mali, le Sénégal, tout ça. C'est tout le monde qui est ici. Bonsoir DMG, bonsoir la famille. Bonsoir. Quand moi j'étais petite, on m'a raconté une histoire, je vais la partager avec vous. D'accord. Et qu'il y avait une femme dans un village qui a fait un enfant. Elle était très jeune. À l'accouchement, elle est décédée. Donc l'enfant a grandi. Ça se trouvait que la dame qui est décédée là est revenue, elle est partie se remarier dans un autre village. Donc elle a dit à son mari que quand j'étais allée vendre dans tel village là, j'ai vu une fille là-bas là, je veux que tu la maries. Comme j'ai pris de l'âge là, je veux qu'elle vienne rester à côté de moi. C'est ma rivale que je veux qu'elle a. Or, en réalité, c'était sa fille. Le monsieur ne savait pas. Le monsieur allait dans le village, il a marié la petite. Donc, la rivale est restée là. Elle est tombée enceinte. Jusqu'à elle a accouché. Donc, elle a accouché. Les sœurs de la revenante là disaient, puisque ce sont les tantes de la petite, sa maman n'est plus en réalité. Elles vont venir à côté d'elle comme elle les nourrissent. Elle dit non, restez, que ma rivale elle va s'occuper de moi. Elle dit, ah, c'est que rivale qui est gentille comme ça. Elle dit oui, elle est gentille avec moi. En tout cas, elle ne me fait pas les histoires, tout et tout. Elle dit d'accord. Tel jour-là, on va venir lui dire merci, tu as compris. Elle dit d'accord. Ce jour-là aussi, elle a informé sa rivale que maman, il y a mes mamans là qui disent on vient te dire merci. Elle dit d'accord. Bizarrement, ce jour-là, quand les mamans sont arrivées là, la rivale n'était pas à la maison. Ah, mais depuis le matin, elle ne vient pas. Tu lui as dit qu'on venait. Non, elle dit oui, je lui ai dit, mais pourquoi elle ne vient pas? Moi, je ne sais pas. En tout cas, le matin, elle m'a dit qu'elle sautait. Donc, les mamans, là, elles étaient assises sur la terrasse. Et puis, elles regardent sur la corde. Elles voient que les pagnes ont pris pour enterrer leur soeur, là. Ce sont les mêmes pagnes qui sont devenus les chiffons de nourrice, là.
qui est séché, c'est sur la côte. Donc, ils ont commencé à se toucher. Elle voyait ça en bizarre. Ah, ça, c'est quelle histoire, ça là? Et puis, de toute façon, depuis, on ne voit jamais la rivale. Elle ne fait jamais parler à la petite, là, ça, c'est pas clair. Donc, elles se sont entendues, elles ont dit qu'elles vont revenir. Mais elles ne vont pas informer la petite parce qu'elles savent que si elles informent la petite, là, elles vont informer sa maman. Donc, c'est comme ça. Elles ont prévu revenir un autre jour. Elles n'ont rien dit. Elles sont tombées sur elles comme ça. Elles ont vu leur soeur était de dos. Elles ont pris pilon, elles l'ont limé en même temps, elle a tourné, elle a souri, puis elle est morte. C'est maintenant ils l'ont enterré, vrai. C'était ça mon histoire. Donc, c'est terrible. Je vais remonter après pour raconter une deuxième histoire. Ok, merci. Merci à vous, DMG. Criminel gang. Les gangs des tueuses. Ouais. C'est vraiment le gang des tueuses. Il dit que, mais toi, on t'a enterré, tu veux pas rester dans la tombe. Bonsoir, Mireille. Bonsoir, DMG. Moi, j'avais une petite histoire, voilà, ça me concerne. C'était à Abidjan. Voilà, j'étais jeune. Il y avait un jeune étudiant il était, bon, j'ai pas dit son nom, il était au campus de Yopougon. Il me faisait la cour et une fois, il m'a invité chez lui. Et quand je suis partie, vous voyez, ils ont des chambres d'étudiants, tout ça là. Donc, il me dit que lui, il va me laisser, il va aller payer la boisson et revenir. Et moi, j'étais couchée sur le lit. En temps, j'ai vu une dame devant moi, tout en blanc. Et elle a commencé à me sourire, cette dame. Je ne sais pas par où elle est rentrée. Donc, moi, j'étais là comme si, je sais pas, ça veut dire, c'était pas un rêve, mais j'étais crispée comme ça. Ça veut dire, elle est restée comme ça. Après, elle a disparu. Et quand le monsieur est venu, bon, j'ai eu peur, j'avais tellement peur. Et quand le monsieur est venu, je l'ai expliqué. Il a commencé à pleurer. Il dit que la femme ne m'a rien fait. Je dis, mais elle devait me faire quelque chose. Et il me dit que non, que c'était sa copine. Elle s'est suicidée. De toute façon, j'ai expliqué là que c'est la fille, que lui il sortait avec la fille là. Et à cause de lui, cette dernière là s'était suicidée. Et que voilà, elle apparaît souvent à lui. C'est lui qui le voit. Mais c'est la première fois qu'ils viennent se présenter à une femme. Voilà, que c'est lui qui le voit souvent dans la maison là. Donc, moi, je suis partie, j'ai eu tellement peur. Voilà, on ne s'est plus revus. Après, il m'a vu sur Facebook. On a causé, il dit que lui, il est à Londres. Maintenant, lui, il est à Londres. Donc, j'ai dit, moi aussi, je suis à Paris. Donc, ça s'est arrêté là. Mais ça veut dire, chaque fois, il cherche à savoir là où je suis, là où ça veut dire si ça va. Voilà. Parce que des fois, il me dit que vraiment, c'est bizarre que la dame là s'est présentée à moi et qu'il m'a rien fait. Donc, voilà. C'était un peu mon histoire. Donc, peut-être c'est Dieu qui m'a protégé ce jour-là. Donc, je ne sais pas. C'est un peu mon histoire. Merci. Merci pour l'histoire. Bonsoir. Ouais, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Cette histoire, je suis un peu petit et mon histoire, ça va sembler être une dinguerie. Parce que c'est ma grand-mère qui me l'a raconté il y a quelques années. Que, au fait, elle était avec sa coépouse dans des années passées, je peux dire. Et que sa coépouse l'avait raconté que dans sa jeunesse, comme ils étaient à Yaoundé, et Yaoundé, il n'y avait pas encore beaucoup de personnes. Et qu'un jour, elle est partie en boîte de nuit et qu'elle avait rencontré un homme et elles ont dansé. On sait un peu comment ça se passe. Et que dès qu'ils ont fini de danser et puis tout,
euh, l'homme avec qui ma grand-mère avait passé cette journée. Et maintenant, ils devaient rentrer chez eux. Ouais, un peu comme ça. Et arrivé en route, l'homme en question, il a présenté une maison que c'est là où il habitait. Et ils avaient déjà fait ce concert-là ensemble. Et il a juste montré la maison que, bon, voilà ma maison où j'habite. Et maintenant, il est parti raccompagner ma grand-mère. Le lendemain, ma grand-mère, comme il semblerait que elle avait déjà commencé à aimer l'homme en question, elle est revenue le deuxième jour pour aller chercher l'homme et arriver dans la maison. Elle trouve plutôt une maman et elle voit aussi la photo du monsieur accroché au mur. C'est là où elle dit, elle demande le monsieur et le nom, tout ça. Ben, la mère qui était là, c'était la maman du défunt, dont le gars en question était déjà mort. Et la mère dit, mais qu'est-ce que tu es folle ou bien c'est la folie qui veut t'attraper? Parce que celui dont tu nous as expliqué là, le monsieur, il est mort depuis. Et là, ma grand-mère, elle a planté. Jusqu'à là, on l'a amené, je dis, les catalogues donc quand l'homme est mort, on l'a filmé et puis tout ça. On l'a apporté des photos un peu comme ça. Et on est encore parti lui montrer la tombe, que voici la tombe du monsieur en question dont tu as couché avec. Je sais pas, même moi, ça me fait rire. Parce que quand elle nous racontait ça, c'était peut-être une dinguerie. Ouais, un peu ça. Que tu as couché avec un mort jusqu'à... Elle avait même le courage de nous dire ça. Mais un peu comme ça. Donc, voilà l'histoire. Ben, pour moi, je ne sais pas si c'est faisable. Donc, en tout cas, je veux dire seulement, faisons attention, un peu ça. À tous ceux qu'on rencontre partout, là, un peu ça. C'était ça mon histoire. Merci. De rien. Allô, Bonsoir. Bonsoir, DMG. Je ne sais plus si a déjà raconté l'histoire là ici, mais je vais raconter encore. Il y a une de notre fille de ménage qui nous avait raconté une histoire. Elle dit elle avait un oncle qui était très frivole. Lui, il ne voit pas femme pour passer. Quand il a son argent, c'est au dehors seulement. Donc sa femme pensait que c'est sa maman qui bouffait son argent. Sa maman pensait aussi que c'est sa femme qui bouffait son argent. Donc les deux étaient en rivalité. Donc une fois, c'était la fin du mois, quand il a pris son salaire, il est parti dans un hôtel de la place. Il est arrivé là-bas, il a vu une jolie fille. Il est gaméo. Il est parti causer avec la fille. La fille a donné son prix. Ils sont montés, arrivés en chambre. La fille dit, bon, faut te coucher, je m'en vais me rincer. Elle est partie se rincer, elle est revenue, elle dit, va te rincer. Il est rentré. Quand il partait, la fille est en train de se déshabiller. Il sort, la fille se déshabille jusqu'à habiller la faire montagne. Il dit, hé, tout ça là, tu avais porté. Elle dit, oui, j'ai porté. Il dit, puis moi, il n'a pas vu, elle dit, il avait porté ça. Donc, il a arrêté, regarde la fille en train de se déshabiller. Un coup, la fille là prend le visage de sa grande soeur qui est décédée. Il veut fuir. Elle dit, viens t'asseoir ici. Viens t'asseoir. Pourquoi tu es comme ça, mais t'es pas, tu changes pas. Regarde comment ta femme est jolie, mais tu changes pas. Tu as failli te gifler, tu as mouru, tu as voir. Il dit, oh, pardon. Elle dit, si tu changes pas là, je reviens spécialement pour ça. Quand je vais te gifler, tu me suis. Donc c'est comme ça, le gars a changé. Le lendemain, il a fait camion de marchandises pour aller donner à sa maman. Sa maman assise au village, elle est étonnée. Aïe, lui, il a quel problème? Donc c'est là maintenant, il va raconter l'histoire. Elle dit, non, c'est vrai, t'as dit toujours, ils prennent pour se moquer de son tonton. Son tonton a changé jusqu'à aujourd'hui. Il cherche plus femme. Non, les garçons l'ont pardonné, restez tranquilles, sinon c'est ce qui va vous arriver. Ah, d'accord. Et les femmes alors? Il y a encore les hommes qui trompent? Non, les femmes sont pas comme ça. Hein. Jamais. Ah. C'est pas comme ça. Hein. Il y a que les hommes qui trompent les femmes. Hein. Oui, c'est ce qui est récurrent. C'est ce qu'on voit. Les femmes ne trompent pas. C'est rare. L'exception fait la règle.
Est-ce que les hommes trompent les femmes avec les hommes? C'est avec les femmes, mais ces femmes-là, elles sont pas en couple. Les femmes sont nombreuses que les garçons. Ah, les femmes ne sont jamais en couple. Tu vois, même une fille, tu es en couple, elle dit oui. Elles ne sont jamais en couple. Hey, DMG. Elles sont Il pas en dit, couple. mais c'est elle le premier à écrire les noms des gars sur le sable. Elles ne sont pas en couple. On va voir les sables, les plages partout là-bas avec les noms. Hey, Boris, Borel, Sébastien, Stéphane. Merci. Merci beaucoup. D'accord, DMG. Bonjour, bonsoir, DMG TV. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez poster mon audio. Voilà, je vous appelle du Togo. Je voudrais vous raconter une petite histoire, une petite expérience que j'ai eue quand j'étais toute encore petite. Donc voilà, le village dans lequel je vivais s'appelle Tchébébé, c'est dans le centre du pays. Et voilà, tous les mardis, c'est le jour de marché. Et il y avait une dame qui avait les pouvoirs de voyance, hein, en quelque sorte. Elle s'appelait, on va l'appeler Mary, voilà, Mary. Et chaque mardi, presque chaque mardi, Mary quittait, puisque elle habitait le chef-lieu de la ville de Soutoubois. Donc Tchébébé n'était qu'un petit village. En ce moment-là, maintenant, c'est une grande ville. Mais en ce moment, c'était un petit village. Donc, Mary quittait le chef-lieu de la ville pour venir dans la petite contrée qui était bébé, les jours de marché. Donc, elle donnait des prestations, c'est-à-dire, elle dansait. Et cette femme, c'était une terreur pour les sorciers, franchement. C'était vraiment une terreur. Quand elle arrive comme ça, tous les sorciers se cachaient. Puisque elle dévoilait les secrets, elle attrapait celui-ci, elle dévoilait les secrets de celui-là, celui qu'on avait programmé. Et bizarrement, un mardi, j'étais encore toute petite, je me rappelle très bien, j'étais au bord de la route quand la scène s'est passée. Elle arrive, elle prend un bus, en ce moment, c'était des petits, les vieux véhicules là qu'on utilisait dans le temps, nous on les appelait face to face. C'est-à-dire vous asseyez, les gens vous regardez quoi, c'était ça. Bon, parfois même c'était des petits tabourets qu'on installait dans le véhicule et vous asseyez. Donc elle arrive, il y avait un coq qui traînait sur la route le jour-là. Bon, personne ne savait à qui appartenait ce coq-là, mais il allait, il déambulait. Bon, quand elle est arrivée, en même temps, elle a fait arrêter le bus, le véhicule là, à cet endroit précis. Et elle a demandé aux jeunes gens de lui attraper le coq là. Attrape-moi ce coq, attrape-moi ce coq. Et en gros, bon, tout le monde était étonné, mais bon, comme on la connaissait, on a quand même attrapé le coq, un joli coq, d'ailleurs. Et puis, elle appelle en même temps un nom. Je vais juste choisir un prénom. Elle dit, cherchez-moi l'enfant Kossi, cherchez-moi l'enfant Kossi. L'enfant Kossi, moi je le connaissais. C'est un camarade de classe. Il était malade il y a un moment. Bon, il est malade. Un petit palu, bon. Donc tout le monde se disait que c'est un palu. C'est un palu. Le pauvre, il n'avait plus sa maman, il était orphelin de mère. Et le père, lui, l'avait déjà pris la poudre d'escampette depuis que la grossesse était tombée. Donc, on ne connaissait pas le père. C'est la maman seule qui connaissait le père, mais malheureusement, elle était morte en couche. Donc, le pauvre, il n'avait plus sa maman, il n'avait plus sa mère. Donc, il vivait avec sa grand-maman. Donc, bon. Quand c'est un quartier un peu éloigné, le Kossi en question vivait dans un quartier un peu éloigné du marché. Donc, les gens ne reconnaissaient pas, les gens ne faisaient pas le lien. Bon, elle a quand même attrapé son coq et elle est rentrée dans sa cour. Il y avait un espace qu'on lui réservait à cette femme-là. Elle venait faire ses prestations là-bas. Donc, elle est rentrée dans sa cour. Elle a commencé à faire des incantations là. Les gens, la foule avait accouru comme... Bon. Donc, elle a commencé à faire des incantations. Comme personne ne savait qui s'appelait Kossi.
Bizarrement, le joli coq présente le visage de mon camarade de classe. Quand les gens voient, ça crie, ça crie. Oh, oh, le petit là, oh, le petit là. Donc, les gens ont reconnu le petit Kossi et on est allé le chercher. Sa vieille grand-mère était au marché. Lui, il était couché seul à la maison puisqu'il était malade. Donc, on a amené le petit Kossi. On a rapidement cherché et sa vieille grand-mère qui traînait sous les pots de tchouk quelque part au marché. On l'a récupéré quelque part aussi et puis on a amené les deux à la cour de mairie. Donc, elle dit que, bon, voilà, c'était le coq qu'on avait transformé. Les sorciers qui ont pris Kossi l'ont transformé. Donc, c'est aujourd'hui jour de marché. Donc, quand nous, on fait le marché dans la journée, la nuit, le marché continue. Et donc, les sorciers, ils continuent leur marché. Donc, c'est aujourd'hui qu'il était programmé. Donc, il est déambulé. Le coq déambulait avec l'idée qu'il y ait un accident. Le coq sera écrasé et puis on verra que c'est un coq que ça a heurté, mais finalement, on verra le petit Kossi qui était tué, qui était heurté sur la route, comme ça. Et elle a désigné les coupables, ceux qui étaient coupables. Vraiment, il y avait une maman dedans, là, une toute belle maman, toute avec une peau très brune que j'adorais. Franchement, j'aimais cette maman-là. Elle n'avait pas d'enfants, donc elle aimait les petits-enfants. Elle prenait, bon, tous les marmailles, les petits-enfants qui couraient de ici et là. Elle les adorait, elle nous donnait des petits trucs que nous, on mangeait. Bon. Ça, c'était elle qui avait attrapé, c'était elle là, celle qui vend, qui revendait quand ils font leur sale besoin, c'est elle qui revend la viande aux autres sorciers. Donc c'est elle qui avait pris le petit Kossi pour le marché de ce mardi-là. Voilà un peu l'histoire que je voulais partager avec vous. Donc, on a sauvé le petit Kossi. Il a grandi, il a maintenant des enfants. Et même récemment, j'ai appris qu'il a eu un petit-fils aussi. Et que Dieu veille sur lui. Ok, ciao, ciao. C'était votre compatriote, votre membre de la famille de MGTV au Togo. Le petit Kossi n'est plus au Togo, il est déjà au Cameroun. Vraiment, merci pour l'histoire. Bonsoir. Bonsoir à toute la... Je vais vous raconter mon histoire depuis la Côte d'Ivoire. Et mon histoire, je raconte plus pour attirer l'attention des femmes à la maison avec les femmes de ménage. Mon histoire, c'est l'histoire d'une de mes tantes. On lui a envoyé du village une fille. Vous savez, chez nous en Afrique, quand tu accouches, très souvent les femmes disent que oui, je ne peux pas m'occuper de l'enfant seule. Donc, on envoie souvent soit une cousine, une nièce, et souvent il y a les mémés qui viennent t'aider. Et donc, ma tante en question, on lui a fait venir non seulement une de ses tantes et une cousine qui était censée venir l'aider. Lorsqu'elle arrive, déjà les premiers jours, c'est la mémé qui lave le bébé. Elle lave l'enfant, tout le monde pense que elle vient pour aider, elle prend soin de l'enfant et tout, alors que c'était une vieille qui pratiquait la sorcellerie. Lorsqu'elle arrive, le premier jour, la maman lave le bébé. Quand la femme, ma tante, prend l'enfant, elle regarde, elle trouve des ongles d'un homme dans la couche du bébé. Elle est surprise, elle s'est dit que peut-être que c'est une erreur ou bien elle n'a pas compris, elle se posait beaucoup de questions. Au lieu d'en parler à la mémé, elle a eu peur. Elle se dit que oui, il ne faut pas que je frustre
la mémé, sinon la prochaine fois, elle va plus vouloir m'aider. Donc, elle a négligé. Une deuxième fois, la mémé vient laver le bébé et elle lui apporte des bracelets. Souvent, on dit, c'est pour enlever le mauvais œil, c'est pour protéger l'enfant et tout. Donc, la tata, elle prend le bracelet, elle porte à l'enfant. Et la fille, elle ne pose pas de questions à la tata pour demander, mais ça, c'est pourquoi, à quoi ça sert et tout. Elle porte le bracelet à l'enfant sans poser de questions. Ça, c'est 2 jours après la naissance du bébé. Hein. Donc, c'est resté comme ça. Et 1 semaine après, le bébé a commencé à faire des maladies. Comme on le dit chez nous en Afrique, le bébé convulsait. Et la dame, elle voit, elle pose la question à la mémé. La mémé dit non, c'est les maladies. Chez nous, on appelle ça maladie d'oiseau. Alors que la femme, ça n'a pas attiré son attention, elle ne priait pas, elle se dit que c'est sa mémé, elle a fait confiance. Et donc, le bébé convulsait, on envoie à l'hôpital, on revient, on dit il n'y a rien. On l'envoie à l'hôpital, on dit il n'y a rien. Donc, la mémé encore, c'est elle qui se porte comme volontaire. Elle va encore chercher les feuilles au village et elle apporte à la fille. Elle lui dit que oui, c'est pour soigner le bébé. La fille fait encore confiance, elle utilise. La mémé elle-même oblige. Quand elle veut faire telle chose, elle dit non, ne fais pas, ne touche pas. Moi-même, je m'occupe de l'enfant. Faut te reposer. Tu viens d'accoucher, ne fais rien. Et elle donnait à l'enfant. Une autre fois, jusqu'à ce que l'enfant ait 1 mois, la dame a dit, bon, comme ça fait 1 mois, je vais commencer à m'occuper de l'enfant moi-même et tout. Et tout ce temps, je vous dis que le bébé, il dormait avec la mémé hein, pendant les nuits. La mémé a dit, non, il faut te reposer. Moi-même, je garde l'enfant. Et la fille a dit, bon, à 1 mois, elle a dit, elle peut faire maintenant, elle récupère l'enfant. Et la même nuit où elle prend l'enfant, elle veut changer la couche du bébé la nuit. Elle trouve encore les ongles dans la couche du bébé. Et là, elle va se dire, non, mais ça fait 2 fois. Elle va poser la question à la mémé. Mais la mémé, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 fois que je trouve les ongles dans les couches de bébé. Et la mémé qui se fâche. Donc, tu veux dire que j'ai fait quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me prends pour une sorcière, tout et tout. La fille a dit, non, c'est pas ça. Donc, ma tante a dit, c'est pas ça, faut pas prendre mal. Et la mémé s'est fâchée. Quand la mémé se fâche, 2 jours après, elle dit qu'elle rentre chez elle. Donc, quand quelqu'un vient chez toi, la personne vient t'aider et tout, tu la raccompagnes. Donc, la fille a pris des pagnes à elle, de nouveaux pagnes. Hein. Elle prend des pagnes à elle prend ses affaires et tout. Elle donne de l'argent à la mémé et la mémé part. Quand la mémé part, le lendemain matin, ma tante, elle part, elle prend le bébé est mort. Elle n'a pas compris, ça lui a fait mal. Elle a pleuré de toutes ses forces, elle ne comprenait pas tout et tout. Et on a dit, tout ce que Dieu fait est bon, c'est pas grave. Elle a laissé. Et souvenez-vous que j'ai dit que quand la mémé venait, elle est venue avec une petite fille. Quand elle arrive avec la petite fille reste, la mémé part parce qu'on dit que la fille, elle doit aider. Donc, ma tata, son attention n'était pas vraiment sur l'enfant. Et quand elle a perdu le bébé, elle a commencé à prier. Pendant qu'elle priait, elle organisait des moments de prière à la maison. Quand elle organise des moments de prière, il y a une dame qui vient à la maison. Et quand la dame vient, elle regarde la petite fille. La petite fille, elle dit que non, l'enfant là, elle n'est pas claire, que je ne la trouve pas très bien. Il faut la ramener. La fille a dit, oh, vous aimez trop ça. Toujours quand vous venez prier chez les gens, vous allez trouver quelque chose. Elle s'est fâchée. Elle a fait arrêter les prières chez elle à la maison. Quand elle a fait arrêter les prières chez elle à la maison, son mari a fait une crise de AVC. Quand son mari fait la crise de AVC, elle ne sait plus vers qui se tourner. Elle a commencé à se promener dans toutes les églises maintenant parce qu'elle voulait
Elle voulait que son mari revienne à la santé. Elle se promène, pas de solution. Elle va à l'église d'un prophète. Elle invite le prophète chez elle à la maison pour prier pour elle. Quand le prophète vient, il lui dit que tu as fait de la bouillie, tu as laissé la petite faire de la bouillie que tu as donnée à ton mari et que c'est cette bouillie-là qui a fait que ton mari a fait l'AVC. Elle a dit, ah, mais comment ça? On lui a dit, il faut faire partie la petite, que la petite c'est une sorcière. Donc, elle s'est fâchée maintenant. Elle appelle la question à la petite. Mais tu es qui? Comment ça se fait que tout le monde vient? On trouve que tu pratiques la sorcellerie et que tu n'es pas correcte. La petite dit que oui, c'est vrai, je fais la sorcellerie, mais c'est ma tante avec qui je suis venue, c'est elle qui m'a envoyée. Elle a dit, ah, elle est surprise. Et le même soir, au lieu de faire partie l'enfant, elle garde l'enfant chez elle à la maison et c'est là qu'elle va prendre le téléphone de l'enfant. Et elle fouille dans son téléphone. Je vais attirer en même temps l'attention des femmes et des mères qui sont dans le foyer. Souvent, on dit de ne pas fouiller dans le téléphone des gens et que le téléphone, il est personnel. Moi, je vous dis fouiller. Fouillez dans les téléphones. Fouillez dans les téléphones de vos maris même. Même les filles de ménage, fouillez. C'est quand vous allez fouiller que vous allez découvrir certaines choses qui vous sont cachées. Donc, je continue. La maman, elle prend le téléphone de la petite fille. Elle fouille dedans. Elle voit que la petite fille parle avec des gens au village et c'est là qu'elle découvre que ce sont ces personnes-là qui ont tué son bébé. Elle a eu mal, elle s'est fâchée le lendemain, elle a chassé la petite fille de sa maison, elle lui a dit de partir. Et quand elle chasse la petite fille sort de la maison et on la croise au quartier parce qu'au quartier on disait que oui, elle se promène avec d'autres amis et quand la femme sort, ces autres amis-là viennent chez elle à la maison. Donc, quand la femme la chasse, ma tante la chasse, la voisine de ma tante rencontre la petite fille. Par exemple, je donne le nom des communes. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils vont voir un peu la distance. Ma tante, elle habite à Marcory et sa voisine va rencontrer la petite fille à Adjamé avec une de ses amies qu'elle envoyait à la maison. Donc, elle les rencontre et elle appelle ma tante. Elle lui dit que oui, mais je viens de voir ta fille de ménage ici, à Adjamé. La distance est tellement longue, c'est, on va dire, pratiquement 5 kilomètres. La dame lui dit, mais comment ça? Moi, je l'ai fait partie. Et la fille dit, non, elle est là. Elle lui dit, regarde, je prends une photo, je t'envoie. La dame prend la photo, elle envoie à ma tante. Sur la photo, on voit la camarade de la petite qui était chez ma tante et la petite elle-même, on ne la voit pas. Elle n'apparaît pas dans les photos. Ma tante dit, mais comment ça, tu m'envoies une photo, il n'y a personne. Donc la dame, elle se dit que c'est une erreur. Elle prend son téléphone, elle regarde dans le téléphone. La petite fille a disparu et on voit que sa copine sur la photo. Elle a été choquée, elle a paniqué. Et elle est venue voir ma tante pour dire, oh, faut qu'on prie. Le temps qu'elle décide de prier, le mari de ma tante aussi, il est décédé. Donc, elle a perdu et son mari, elle a perdu son enfant. Vous voyez un peu comme l'ampleur que la sorcellerie de la famille peut créer. Les histoires de dire, oui, je vais envoyer ma tante à la maison pour s'occuper de mon bébé. Je vais envoyer les petites filles pour venir m'aider à la maison. Tout ça, c'est pas que c'est mauvais, mais il faut vraiment faire très attention parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ta joie, tout le monde n'est pas d'accord avec ta paix. Si tu ne fais pas attention, si toi-même tu ne pries pas, on va te détruire et on va détruire ta fille. Avant d'envoyer une personne chez vous à la maison, priez. Fouillez leur téléphone, ne les lâchez pas. Vraiment, je vous dis, fouillez leur téléphone. Faut que vous puissiez savoir à qui vous avez affaire, qui vit sous votre toit. Contrôlez tout. Si vous avez un seul doute quelque part, posez-vous des questions, posez des questions à la personne. Par-dessus tout, prions, confions les vies à Dieu. Voilà mon histoire ce soir. Merci à tous. Merci beaucoup, Lady.
Bon, c'est pas mon histoire personnelle, mais bon, c'est quelque chose que j'ai entendu, qu'on m'a raconté, mais à la fin, j'ai remarqué que c'était la vérité aussi. Euh, Ça parle des personnes qui étaient mortes par un cancer. La personne avait eu le cancer de l'intestin, c'est ça ce qui l'a tué. Mais la personne, plusieurs personnes la voient, que ce soit en rêve, que ce soit dehors, et les gens se demandent toujours, mais qu'est-ce qui s'est passé, mais pourquoi c'est toujours comme ça? Et la personne vient toujours en rêve au fait que j'ai besoin d'aide, je souffre beaucoup ici et tout. Et au début, même il y a une personne qui a entendu la personne qui est déjà décédée clairement. Euh, Vraiment, comme nous, on parle, et elle a entendu aide-moi et tout. Mais la personne, bon, au début, la personne, elle l'a pris à la légère. Il se dit, mais bon, je rêve ou quoi, non. Mais à la fin, beaucoup de personnes ont rêvé toujours de cette personne-là. Et à la fin, c'est la famille qui se dit, mais pourquoi cette personne qui est déjà décédée longtemps, il y en a qui l'entend, il y en a qui le voient, il y en a qui le voient dans les rêves. Pourquoi ils demandent de l'aide, au fait? Et après, on s'est dit, oh, ok, on va commencer à chercher ça du côté spirituel. Et ils étaient allés chez un tradipraticien pour demander, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi cette personne-là vient dans nos rêves? Il y en a des gens qui l'entendent, il y en a des gens qui le voient. Et le tradipraticien a vu que, au fait, la personne a été vendue, c'est-à-dire a été sacrifiée mystiquement, spirituellement. Normalement, c'est-à-dire la personne ne devrait pas encore mourir. Mais vu que la personne a été sacrifiée, alors du coup, la personne, c'est son esprit n'est pas en paix, son esprit est errant. Et son esprit a besoin d'aide parce que les sorciers ou les sorcières qui l'a sacrifié utilisent son esprit et aussi les restes de sa vie. Parce que par exemple, si la personne est censée mourir à 60 ans, la personne meurt à 30 ans. Mais la personne qui le sacrifie utilise encore les restes de ses années qui étaient prévues par Dieu sur terre. Pour, par exemple, utiliser son esprit pour faire du mal, pour attaquer les gens, travailler dans le monde spirituel, jusqu'à ce que le temps qui a été décidé par Dieu pour que la personne meure naturellement arrive. Alors du coup, ils ont commencé à se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et le tradipraticien a dit, dans le spirituel, on peut tout faire, tout régler, mais ça, il faut le régler aussi spirituellement. Alors du coup, la famille a décidé, le tradipraticien a traité ça et finalement, la personne est maintenant libérée de, comment on dit, de cette, de cette sacrifice, c'est-à-dire son esprit, son âme n'était pas en paix. Et voilà, et après ça, après que le tradipraticien, il a terminé à faire le travail, l'esprit de la personne était venu à plusieurs membres de sa famille en rêve en disant merci beaucoup parce que maintenant vous m'avez libéré, je ne suis plus esclave, je ne suis plus emprisonnée, maintenant je peux aller vraiment en paix et passer de l'autre côté. Et voilà l'histoire que je voulais raconter. Voilà. Et ils ont vérifié ça, c'est pas seulement avec ce seul tradipraticien, mais ils ont encore demandé à d'autres personnes qui étaient capables de... Ils ont dit oui, ne vous inquiétez pas, la personne qui a été vendue maintenant est libérée, son esprit, elle peut reposer en paix. Et voilà, et maintenant faites attention parce que c'est dans votre famille qui ont provoqué ça. Et bon, la famille ont pris leurs précautions et tout le monde en fait attention maintenant. Voilà l'histoire et voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Et si ça peut aider, oui, fouiller, mais pas fouiller dans les téléphones, mais va chercher quelqu'un qui est vraiment capable parce que oui, malheureusement, il y a les sorciers, il y a les méchants, mais il y a toujours des gens qui font le bien, qui aident vraiment. Et chercher à savoir
qui sont les personnes autour de vous. Parce il y a plusieurs personnes qui sont gentilles et tout, qu'on ne soupçonne pas qui est sorcier, mais finalement, c'est les sorciers et qui font du mal, au fait, dans la famille. Et voilà, c'est tout, si ça peut aider. Et merci. Merci à toi aussi. Bonsoir, Paul. Allô. Bonsoir, comment tu vas? Comment tu vas? Ouais, C'est ma poule qui m'a abandonné. Attends, je regarde. C'est pas ma poule là qui m'a abandonné comme ça depuis. Attends. C'est moi. Est-ce qu'on fait ça au Camerounais? On ne se cherche pas. On ne se cherche juste pas. Tu as mon contact, appelle-moi. Causons même par WhatsApp, tu me fais pas signe. Donc c'est normal qu'on s'oublie un peu. C'est vrai. Sinon. Ah, je suis là. Ok. Bon, l'histoire que je veux raconter ce soir est une histoire un peu délicate. Ça, si les gens prêtent bien attention, ils vont comprendre beaucoup de choses. Et à la fin, je donnerai le conseil. En fait, c'est l'histoire d'un homme que j'ai personnellement connu. Un homme qui a été très influent, très puissant. Il naît dans un foyer polygamique. Son papa avait sensiblement 13 femmes. Quand il naît, sa maman est la 11e femme. Donc, il naît, sa maman n'a que lui. Après l'avoir eu, ses coépouses vont gâter son ventre. Donc, on va faire quelque chose parce que voilà, vous savez, les personnes qui ont les yeux spirituels, on a vu que son ventre n'accouchait que des étoiles. Donc, l'enfant qu'elle a mis au monde, le garçon en question, c'était une étoile future. Donc, on a gâté son ventre. Quand on gâte son ventre, elle ne peut plus faire d'enfant. Et en gâtant son ventre, on attaque spirituellement son fils. Son fils va tomber gravement malade. Mais il était à quelques jours de la mort. Il était presque mourant. Ce qu'elle fait, c'est quoi? C'est qu'elle va dans son village. Elle rentre dans son village. Elle va marcher parce que c'est dans les villages. Elle était dans un village voisin en mariage. Mais son village, elle était un peu plus à l'intérieur. Donc, elle va prendre la route dans la nuit à l'insu de son mari et de ses coépouses et tout le reste. Elle va prendre la route, elle va porter son enfant sur son dos, elle va marcher des kilomètres. Elle arrive dans son village au petit matin. Et comme elle vient vraiment d'un village où vraiment la forêt est encore puissante, c'était les années 50, 1950 et tout, ses oncles, ses parents, ses pères, ses grands-parents vont l'accueillir. On va lui dire, assieds-toi. Ayant fait le trajet toute la nuit, on lui dit, assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je suis venue avec mon fils, il est mourant, ainsi de suite, il est très malade, je ne sais pas ce qu'il a. Je suspecte une main noire. Donc, ses grands-parents et ses pères et ses oncles vont lui dire, installe-toi, assieds-toi. Nous, on va entrer avec l'enfant en forêt. On va prendre l'enfant, ils vont rentrer avec l'enfant en forêt. L'enfant fera sensiblement 3 jours. 3 jours, pas sensiblement, 3 jours. Ils vont faire tout ce qu'ils vont faire là-bas sur l'enfant. Après les 3 jours, ils sortent. Ils font aussi quelques petits lavages à la maman et tout. Ils se rendent compte que le ventre de la maman a été gâté. Et ils disent, bon, comme ton ventre a été gâté, c'est pas grave. C'est déjà trop tard, on ne peut plus rien faire. Ça a été fait. Et on a laissé le temps passer. Tu as laissé le temps passer, donc on ne peut plus faire autrement. On ne peut plus anéantir ce qui a déjà été fait. Donc tu vas rester stérile. Mais voici ton seul et unique enfant que tu as. Allons, on va te raccompagner dans ton foyer. Elle rentre avec ses oncles, ses pères, on la raccompagne dans son foyer. Quand elle arrive avec ses oncles, ses pères, ils vont chez son mari. Chez son mari qui était le chef du village. Le mari les accueille, il les installe. Lui-même, il ne savait pas où sa femme était parce qu'elle a fugué un peu. Il les installe et quand il s'installe, les papas prennent l'enfant, ils remettent au monsieur, au chef du village, en lui disant, nous sommes venus laisser notre fille et notre petit-fils. Voici ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a constaté.
Sache que si quelque chose arrive encore à cet enfant, ou bien à notre fille qui est en mariage chez toi, tu auras de nos nouvelles parce que mystiquement, nous sommes plus puissants que vous. Donc, faites très attention. Prends soin de notre fils, notre petit-fils et de notre fille. Le chef de village va prendre ça en considération. Il va dire au revoir à ses beaux-parents et tout. Il va réinstaller son épouse et stratégiquement, il va enlever l'enfant entre les mains de sa 11e épouse, donc entre les mains de la maman. Il va envoyer son fils chez une de ses sœurs qui est dans une petite ville pas loin du village. Donc son fils là va grandir là-bas chez sa sœur. Quand le fils viendra de temps à autre au village, de lui-même, étant déjà grand, il veut rencontrer son père, il veut rencontrer sa mère parce qu'il vit chez les autres. Il vit chez sa tante et ses cousins, il veut être en contact avec ses parents. Même pendant les congés, quand il entre au village, dès que son papa entend même que l'enfant est à l'entrée du village, il chasse l'enfant. Il dit, fais demi-tour. L'enfant dit, non, je veux voir ma mère et tout. Il dit à l'enfant, fais demi-tour, je ne veux même pas te voir ici. Du coup, le monsieur n'a pas grandi avec sa mère. Et sa maman a longtemps été malheureuse parce qu'elle n'avait pas d'enfants à ses côtés. Quand elle essayait de commissionner les enfants de ses coépouses et tout, on lui disait, non, accouche tes enfants. Donc, on se moquait un peu d'elle. Le garçon va grandir comme ça, loin de ses parents, chez sa tante et tout. Il va faire ses études, il va aller à l'école, il va avoir son examen, son brevet. Et quand il va en seconde, il commence à faire les concours. Il va faire un concours de l'armée, un concours de la médecine, des infirmiers. Quand le monsieur fait les deux concours, il a les deux concours. Et il réussit à entrer dans l'armée, mais en tant qu'infirmier. Donc, il fera d'abord la formation d'infirmier. Ensuite, il entrera dans l'armée avec la formation, pour faire la formation militaire. Donc, il entre en tant qu'infirmier militaire. Après sa formation, il va travailler dans quelques petites villes et ensuite, il va être intégré à la présidence de la République de son pays. Quand il entre en tant qu'infirmier à la présidence de la République de son pays, il va travailler longtemps là-bas, de 84 à 2014. Comme la première dame, l'épouse du président à cette époque était une ressortissante de sa région d'origine, de sa localité. C'est ainsi qu'il va se rapprocher de la première dame, de la femme du président. Il sera très proche de la femme du président et ainsi se rapprocher du président. Ce qui fera que quand il va prendre sa retraite, parce que la retraite c'est l'âge, même quand son âge de retraite va arriver, le président va le maintenir à ses côtés parce qu'il travaillait tellement bien. Donc, en fait, ce qu'on avait fait sur lui quand il était petit, on le restaurait, on a travaillé sur lui pour qu'il soit une étoile, pour qu'il brille. Donc, il a travaillé aux côtés du président, aux côtés des grandes personnes du pays. Il a vraiment eu beaucoup de moyens, il a eu une belle vie, beaucoup de moyens. C'était sa grâce naturelle. Maintenant, quand l'âge de la retraite arrive et que le président lui dit non, je te veux toujours à mes côtés, tu ne peux pas encore partir pour moi. Et c'est un monsieur sur qui la famille se reposait, même sa famille, même les cousins, beaucoup de personnes se reposaient sur lui, donc il était comme une aide pour beaucoup de personnes. Donc quand il a déjà dépassé l'âge de la retraite, il travaille toujours, il est inquiet, il ne sait pas à quel moment est-ce qu'on peut se séparer de lui. Il panique, à tout moment il se dit il va rentrer au quartier, ce sera difficile, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ses proches, ses collaborateurs et amis vont lui proposer d'entrer dans les sectes. C'est ainsi qu'il entre dans les sectes et il se retrouve en train de faire des choses qu'il ne devait pas faire. Et pourtant, il avait sa grâce naturelle. Et en entrant dans les sectes, il ne va pas mettre long là-bas. Il va rendre l'âme. Et en mourant, il avoue, il dit, vraiment, j'ai été trompé, j'ai été dupé, je me suis laissé influencer par certaines personnes parce que. Vous voyez un peu. Donc, le conseil que je vous... Il va rendre l'âme en 2014, il va mourir et tout. Et le conseil que je voulais donner, c'est quoi? C'est... Il y a des choses qu'on ne mélange pas. Si vous avez été béni naturellement par vos ancêtres, parce qu'il y a des tribus ou des traditions qui bénissent les enfants.
Si vous avez été béni, si vous avez été travaillé au village, n'entrez jamais, jamais dans les sectes importées, dans les loges importées. Contentez-vous de votre grâce naturelle jusqu'à ce qu'elle prenne fin. Ne mélangez pas. Ou alors, si vous avez décidé d'entrer dans les sectes importées ou les loges, contentez-vous des loges. Il y a des choses qu'on ne mélange pas. Les mauvais mélanges conduisent à des catastrophes vraiment inimaginables. Traditionnel. On ne mélange pas le traditionnel avec les choses importées. Vous comprenez un peu, moi, c'est le conseil que je voulais donner. Je ne suis pas contre les personnes qui vont dans leur village se faire des lavages et tout, mais il faut savoir dans quoi on est. Il faut savoir pourquoi on le fait. Et chaque fois qu'on fait quelque chose de spirituel, il y a des interdits qui vont avec. Donc vraiment, je ne conseille pas les loges. Quelqu'un dit tu conseilles les loges. Je ne conseille pas les loges. Je parle de ceux qui vont dans leur village, ceux qui ont encore un lien avec la tradition, ceux qui se font nettoyer, travailler spirituellement dans la tradition. Ne mélangez pas ces choses avec autre chose. Même quand vous avez l'impression que ça ne va pas, tenez bon, restez faible, ne succombez pas aux tentations parce que ce sont des choses qui ne vont pas ensemble. Et maintenant, de l'autre côté, pour ce qui concerne les loges, il y a des personnes qui se retrouvent dedans, pas parce qu'elles veulent, peut-être parce que le papa était dedans, il faut forcément un remplaçant et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des choses qui sont générationnelles. Donc, sincèrement, voilà le conseil que je voulais donner. Faire attention, ne pas avoir les longs yeux, se contenter de ce qu'on a, éviter la convoitise, l'envie et tout, voilà. Et quand bien même on a déjà bénéficié de certaines grâces de la vie, il faut savoir s'arrêter. Trop vouloir va nous conduire à commettre des actes qui pourront être fatals. Merci. Voilà mon conseil et mon histoire. J'ai été un peu longue, mais vraiment désolée, c'était l'histoire de la soirée. Merci, merci beaucoup. Bye bye. Dans les commentaires.